Cube Radio. Avertissement. Cet épisode pourrait avoir un léger goût de légumineuse. Bienvenue à Garde-manger, un balado sur l'histoire cachée des aliments. Je m'appelle Anne-Sophie Carpentier et aujourd'hui, je vous amène dans un endroit où on trouve plein de sortes de boissons végétales, au Café Velours, dans le quartier Villeray à Montréal. Qu'est-ce qui se vend le plus ici, au café, en termes de boissons végétales, lait de vache? Qu'est-ce que vous vendez le plus? Ça serait difficile à dire. C'est à peu près peut-être le 2/5 lait végétal, 3/5 lait de vache. Quand même, ouais. C'est important comme quantité. Trouver des laits végétaux dans les cafés ces jours-ci, c'est devenu la norme. Et le consommateur en stocke de plus en plus chez lui dans son garde-manger. Les ventes augmentent de 8% chaque année en moyenne. Et puis pendant qu'on y est, il faut préciser tout de suite que le terme lait est réservé aux produits d'origine animale. Alors c'est pour cette raison-là qu'on ne va pas parler de laits végétaux, mais bien de boissons végétales. Le plus possible en tout cas. Ben oui, puis toi, tu bois quoi exactement? Est-ce que tu es fidèle à une boisson végétale ou est-ce que tu es lait de vache carrément? Alison, elle est barista depuis une dizaine d'années, puis elle s'y connaît en lait puis en boisson lactée pour en avoir fait mousser des milliers de fois. Je reste fidèle au lait de vache, je pense. J'ai passé mes phases, j'ai passé de l'un à l'autre, mais le lait de vache, je crois, c'est encore classique dans le monde du café. Rester fidèle au lait de vache, parce que ça mousse bien, parce que ça goûte bon, ben ça correspond encore au choix de la majorité des consommateurs. Même si elles augmentent, les ventes de boissons végétales atteignent seulement le 5e de celles du lait de vache. Ça remet les choses en perspective. Mais les temps ont quand même changé, et pas à peu près. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, on ne pouvait pas choisir entre du lait d'avoine ou du lait de macadam ou du lait d'amande au café du coin. Il y a 20 ans, en Amérique du Nord, au Québec, c'était loin d'être populaire de faire mousser des boissons végétales pour les mettre dans son café. En fait, avant la Seconde Guerre mondiale, peu de gens avaient même entendu parler du soya. Et encore moins de la boisson de soya, la pionnière de toutes les boissons végétales. Et peu de gens savent que la boisson de soya a en fait été conçue pour sauver le monde. Rien de moins. Parce que pendant très longtemps, la boisson de soya a eu un rôle de produit de remplacement quand le lait de vache venait à manquer ou quand il était simplement plus disponible. Mais ce qu'on va voir, c'est qu'il y avait un groupe de gens qui percevaient la boisson de soya d'une manière complètement différente. Dans cette perspective-là, la boisson de soya n'était pas du tout un lait pour des périodes de privation, mais un aliment idéal. Un aliment qui pourrait améliorer le sort de l'humanité. Pour en savoir plus, je me suis mise sur le téléphone. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que la boisson de soya est vraiment un aliment idéal? Est-ce que la boisson de soya peut accoter le lait de vache dans le panthéon rare des aliments nutritifs qui nous nourrissent bien? J'en ai parlé avec Isabelle Huot, docteure en nutrition. Pour une tasse, donc 250 ml de boisson de soya, on aura 7-8 grammes de protéines, alors que dans un verre de lait, on a 8 à 9 grammes de protéines. Donc, en termes protéiques, la boisson de soya accote le lait, mais toutes les autres boissons, que ce soit amandes, avoine, boisson de riz, boisson de coco, n'ont qu'1 gramme de protéines. Donc, on peut pas dire que c'est l'équivalent du lait, du moins du point de vue des protéines. Isabelle Huot parle régulièrement de la nutrition à l'émission Salut Bonjour et dans le Journal de Montréal. Elle m'a raconté que le débat a été très chaud en 2019. Bien, le grand changement, je pense, c'est avec le nouveau guide alimentaire canadien. J'ai nouveau, mais c'est date de 2019, où on a décidé de retirer le lait du guide alimentaire, puis que le lait est devenu une source de protéines. Donc, 2019, ça a été flagrant, en fait, comme différence, parce que les gens se sont dit, OK, mes enfants n'ont plus besoin de
boire du lait. C'est plus dans le guide alimentaire canadien. Puis moi, je me suis dit, mais mon Dieu, comment les gens vont rencontrer leurs besoins en calcium, vitamine D, à moins qu'on revoie les besoins en calcium, vitamine D. Mais non, les besoins en calcium, vitamine D ont été haussés justement récemment parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait plus d'ostéoporose et puis que ces nutriments-là contribuaient à réduire les risques d'ostéoporose, mais aussi de cancer du côlon, qui est un cancer très fréquent au Québec puis au Canada. Donc, beaucoup de questionnements en 2019. Beaucoup de questionnements à se demander si le lait de vache est essentiel à l'humain pour rencontrer ses besoins en calcium. Parce que comme beaucoup de gens, Isabelle Huot est attachée au lait de vache. Et c'est ce qu'elle boit au café, mais c'est aussi ce qu'elle boit à la maison et c'est aussi ce qu'elle va recommander en premier lieu. Par exemple, elle indique que la boisson de soya enrichie en calcium et en vitamine D non sucrée, c'est une très bonne alternative pour les gens véganes ou bien pour ceux qui souhaitent faire des choix alignés avec leurs valeurs écologistes. Parce qu'en passant, d'après l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, produire un lait animal, ça génère en moyenne 2 à 3 fois plus de gaz à effet de serre qu'une boisson végétale. Peu importe la boisson. On a besoin de beaucoup plus de terres agricoles et de beaucoup plus d'eau pour faire du lait animal. Mais revenons au calcium et à la docteure en nutrition Isabelle Huot. Donc, est-ce que le lait est essentiel? Ben non, si on a des substituts qui nous donnent des bonnes sources de protéines, qui nous donnent du calcium, de la vitamine D, le lait n'est pas un must. Par contre, si on ne prend ni boisson végétale, ni lait, je dirais que les besoins en calcium sont quand même, là, on parle de 1000 à 1200 mg par jour. C'est très difficile à rencontrer en mangeant des amandes, en mangeant des légumes verts. C'est difficile de rencontrer ces besoins en calcium sans prendre de lait ou de substitut végétal. Et si on le fait pas, on a du mal à rencontrer ses besoins, c'est ça? À moins qu'on dise à tout le monde de prendre un supplément de calcium et vitamine D à l'année. Et à ce moment-là, il n'y a aucun aliment qui est indispensable parce qu'on peut aller chercher ses protéines, sa vitamine B12 et ses nutriments dans d'autres types d'aliments. Dans son livre The Magic Bean, The Rise of Soy in America, l'auteur américain Matthew Roth raconte l'arrivée du soya en Amérique. Il raconte que la boisson de soya n'a pas toujours été présentée côte à côte ou comme l'égal du lait de vache. Loin de là. Ça a été tout un parcours pour en arriver là. Alors, si on décide de débuter l'histoire au 19e siècle en Occident, c'est le gouvernement américain qui a commencé à faire la promotion de l'agriculture du soya chinois. Ici, au Canada, on a fait des premières études sur le soya en Ontario en 1893. Mais contrairement à la Chine qu'il mangeait sous forme de tempeh ou de tofu, le soya cultivé ici n'était pas destiné à l'alimentation humaine. On le cultivait pour nourrir le bétail. Mais aussi, puis c'est un aspect très important, le soya était un nouveau modèle agricole pour l'industrie. C'est-à-dire qu'à partir du soya, on pouvait fabriquer plein de choses dont l'industrie avait besoin. C'était une denrée très versatile. On pouvait en faire de l'huile végétale, mais aussi de l'huile pour la peinture, par exemple. Du carburant, des plastiques et même des produits pharmaceutiques. D'un point de vue agricole, la plante est un peu magique. Elle contient du nitrogène, ce qui permet de renouveler les sols appauvris par des monocultures. C'est pour ça encore maintenant qu'on l'utilise souvent en alternance avec le maïs, par exemple. Et pour toutes ces raisons-là, le soya est devenu au cours du 20e siècle une des plus importantes industries agricoles. Les États-Unis sont en tête et le Canada se situe maintenant au 6e rang mondial dans les pays producteurs de soya et le Québec au 2e rang de la production canadienne, juste derrière l'Ontario. Mais au 19e siècle, la quasi-totalité des gens en Occident n'avaient pas de boisson de soya dans leur garde-manger, ni de tofu ou de tempeh dans leurs assiettes d'ailleurs. Il y avait bien sûr des exceptions, comme les membres de l'Église des Adventistes du 7e jour. Au 19e siècle, eux, ils ont été des véritables pionniers de l'alimentation végétarienne.
Il recommandait d'éviter les viandes parce que la Bible les considérait comme impures. Le plus célèbre des adventistes, c'est sans contredit le Dr. John Harvey Kellogg, connu pour avoir inventé plusieurs types de céréales. Cornflakes, the leader is here with a bright new face, a colorful ear of corn. Golden corn. Rice Krispies with fruit on top, sing a kind of cereal bop. Dans la saison 1 de Garde-manger, on a d'ailleurs fait un épisode sur l'invention des céréales de petit déjeuner, dans lequel le Dr. Kellogg joue un rôle très important, si ça vous dit de l'écouter. Lui, c'était un chirurgien respecté, un gourou de la santé, et il avait le sanatorium de Battle Creek dans le Michigan. Là-bas, il a créé une foule de substituts de viande pour sa clientèle en cure qui venait là-bas pour retrouver la santé. 7 more, each a treat, make the cast complete. On the All-Star Breakfast Show. Les historiens expliquent l'absence du soya dans la diète proposée par le Dr. Kellogg avant 1930 par le fait que le soya était encore méconnu et très peu disponible en Amérique à ce moment-là. Après 1930, le Dr. Kellogg l'utilisait sous forme de farine pour aider ses patients qui souffraient de diabète. Et puis par la suite, il s'est intéressé au lait de soya fermenté, qui pouvait guérir les troubles intestinaux. Kellogg a rapporté en 1935 avoir guéri au lait de soya fermenté les quintuplés d'Ione, les 5 sœurs jumelles nées en Ontario en 1934 et qui étaient célèbres pour être des quintuplés identiques, une chose extrêmement rare. À Callender, Ontario, ils sont faux sur les jumeaux. Ça prend une bonne Canadienne pour avoir ça la demi-douzaine. Et les gens du Canada marchent de l'avant comme des braves soldats. Elles étaient à l'époque le plus grand attrait touristique au pays, devant les chutes du Niagara. Eh bien, le Dr. Kellogg a affirmé qu'elles ont été guéries de maux intestinaux grâce à son lait de soya fermenté. Ce qui fait en sorte qu'à partir de 1936, le sanatorium de Battle Creek en vendait dans son magasin. Pour les adventistes, même la boisson de soya non enrichie de bactéries microbiotes était bénéfique pour le corps. Les recherches venaient directement du médecin missionnaire Harry W. Miller, qui était responsable du sanatorium de Shanghai. Lui se demandait comment remplacer le lait de vache de l'alimentation des enfants qu'il avait à sa charge, parce que le lait de vache était presque introuvable en Chine. Il a conduit des recherches sur le liquide de soya qui fait partie de la préparation du tofu là-bas en Chine, mais que les Chinois ne buvaient pas. Le liquide de soya avait le défaut d'avoir un goût amer, un goût prononcé de légumineuse, et on lui reprochait aussi de causer des flatulences, des troubles intestinaux. Il y avait donc 2 problèmes pour le rendre populaire, le goût et les flatulences. Pour remédier à la situation, Miller s'est mis à faire différentes expérimentations pour améliorer le goût. Ses premiers essais étaient simplement d'ajouter du sucre pour le rendre un peu plus acceptable pour les enfants. Et puis ensuite, il a fait des recherches pour le rendre plus digeste. Il a essayé de le faire cuire un peu plus longtemps, le liquide de soya, que le temps de cuisson normalement utilisé pour la fabrication du tofu. Il a trouvé qu'une cuisson plus longue, plus prolongée, ça permettait une meilleure digestion, mais aussi moins de flatulence. Suite à ça, il a démarré la fabrique Vestos Soya Milk à Shanghai. Mais en 1937, les Japonais ont envahi Shanghai et le missionnaire Harry W. Miller a dû fuir la Chine. Son usine a été détruite seulement 8 mois après avoir commencé sa production. De retour aux États-Unis, il a démarré une fabrique de boissons de soya en poudre destinée aux Philippines. Mais les exportations ont été interrompues par les guerres dans le Pacifique Sud à ce moment-là. Il lui restait pas d'autre choix que de tenter de vendre sa boisson de soya aux Américains. Et il s'est mis à produire Soya Melt. Mais le goût de son breuvage n'a pas plu aux Américains. Dans sa fabrique en Ohio, Miller produisait aussi du soya lac pour les nourrissons qui, eux, heureusement, semblaient pas troublés par le goût du soya. Il a demandé à l'American Medical Association d'approuver sa formule pour nourrissons, qui était selon lui plus sécuritaire que le lait de vache et une source complète de protéines. Mais l'association médicale a plutôt recommandé que son lait soit prescrit seulement aux enfants allergiques au lait de vache. Son bassin de clients était donc assez restreint. Suite à ça, il a passé le flambeau à d'autres adventistes qui, eux, ont pris sa relève.
Lui voulait pouvoir offrir un breuvage plus nutritif et végétarien à tout le monde, pas seulement aux allergiques et aux intolérants. Dans ses mémoires, Miller a écrit « Ça prend plus que des faits scientifiques sur l'aspect nutritionnel d'un aliment pour qu'il connaisse du succès. » Salut, je m'appelle Gabrielle Caron. Je suis humoriste et maman. Depuis que j'ai fait des enfants, à 2 reprises, je suis absolument fascinée par les récits d'accouchement. Avec mon balado J'ai fait un humain, j'ai décidé de donner la parole aux femmes pour qu'elles me racontent dans le détail ce moment incroyable de leur vie. Vous allez rire, vous allez pleurer, vous allez avoir des frissons. J'ai fait un humain, c'est disponible sur la plateforme de Cube Radio dans la section Balado ou sur les autres plateformes de Balado. En 2022, le balado J'ai fait un humain a été nommé pour un prix Numix ainsi que comme série francophone exceptionnelle aux Canadian Podcast Awards. Si on veut comprendre l'immense déception du médecin missionnaire Harry W. Miller, il faut retourner au début, au moment de notre premier contact avec le lait maternel. En gros, en recommandant que la formule pour nourrissons à base de soya soit prescrite seulement aux nourrissons allergiques au lait de vache, l'Association médicale américaine réduisait sa clientèle potentielle à une poignée de bébés. L'allergie au lait de vache, ça toucherait seulement 2 à 4 % des jeunes enfants de moins de 3 ans. Et encore moins de jeunes enfants seraient intolérants au lactose contenu dans le lait de vache ou dans le lait maternel. Comment ça se fait? Hello. Bonjour. J'ai pu en discuter avec Guy Drouin, professeur au département de biologie de l'Université d'Ottawa. Fait qu'à un moment donné, je lisais beaucoup de livres sur l'histoire. Je m'étais dit, j'aurais dû être professeur d'histoire parce que je lis plus de livres sur l'histoire que sur la génétique. Là, j'ai eu l'idée de me créer un cours qui ferait l'histoire des humains, mais à travers leur génétique. Et puis ça inclut aussi justement le lait. En 2019, Guy Drouin a publié un livre destiné au grand public. Les buveurs de lait sont des mutants et autres révélations étonnantes sur la biologie. Et les humains, avant qu'on domestique des animaux laitiers, étaient tous intolérants au lactose. Mais les bébés, eux, buvaient le lait maternel. Donc, le lait, ça contient, du liquide, de l'eau, ça contient des protéines, ça contient du sucre aussi, qui est justement la source de carbone qui permet aux enfants de croître. Et les enfants arrêtent de synthétiser la lactase, l'enzyme nécessaire pour digérer le lactose, vers l'âge de 2 ou 3 ans. L'enfant mammifère se met à avoir des diarrhées, des flatulences, des maux de ventre, etc. Et ça, ça se justifierait en termes d'évolution. Les enfants apprennent à ne plus aimer le lait et ça les convainc justement de passer une diète autre qu'une diète de lait. Et ça permet à la femme de sevrer ses enfants et après ça d'avoir d'autres enfants, d'autres générations. Et c'est la même chose pour tous les mammifères. C'est comme ça que les mères nourrissent leurs enfants. Comment l'humain s'est mis à boire du lait, même passé l'âge de 3 ans? Comment est-ce que c'est arrivé, ça? Auparavant, disons, il y a 15-20 000 ans, il y avait assez de ressources, qu'on pouvait être des chasseurs-cueilleurs, il y avait assez de ressources pour nourrir tout le monde. Mais à un moment donné, les humains ont fini par tuer tous les gros animaux. Fait que tous les animaux qui pesaient de plus d'une quarantaine de kilos ont disparu. Fait que c'est là que les humains ont domestiqué des espèces qui étaient domesticables. Puis c'est pour ça que les hommes ont domestiqué les vaches, les moutons et les chèvres. Des animaux qui tolèrent d'être enfermés dans des enclos, qui se battent pas entre eux, qu'on peut nourrir facilement. Et certaines de ces espèces-là produisaient du lait. Par contre, le monde, dans ce temps-là, n'était pas capable de le digérer, le lait.
qu'il n'y avait pas un enzyme qui permettait aux humains adultes de digérer le lactose. Donc, ils ne produisaient plus leur lactase. Mais, par hasard, dans une population probablement au Moyen-Orient, il y avait une personne qui avait une mutation en amont du gène. Fait que c'est un gène sur le chromosome 2, où est-ce que le gène de la lactase est. En amont, il y a une mutation de CAT. Fait qu'il y a 4 bases de l'ADN, ACGT. Puis le fait que ça a muté de CAT, ça l'a permis à une enzyme qui vient activer le gène de la lactase de se fixer sur le gène de la lactase et de le ressusciter dans un sens, de permettre la production de lactase par les adultes. Ceux qui avaient muté par hasard survivaient mieux que les autres en buvant du lait. Et les mutants avaient plus de descendants parce que leurs descendants étaient des mutants aussi, qui pouvaient digérer le lait, donc mieux se nourrir que les autres à un moment où on manquait de nourriture. Fait que c'est passé d'une fréquence de 0% il y a 8500 ans à peu près, à une fréquence, si vous allez en France ou en Finlande ou ces pays-là, en Angleterre, il y a 90% ou 95% du monde qui sont capables de digérer le lactose. Fait que c'est devenu une source importante de nourriture. Tout à fait. Fait que dépendamment des endroits où on se trouve dans le monde, le pourcentage d'humains adultes qui est capable de digérer la lactase est différent, là, si je vous comprends. Oui, c'est en plein ça, Fait que si vous allez en Chine, les Chinois, ou n'importe où en Asie, là, plus à l'est, ils n'ont jamais domestiqué d'animaux laitiers. Donc, ils n'ont jamais été sélectionnés pour faire augmenter la fréquence des mutations qui permettaient la digestion du lactose chez les adultes. Donc, tous les Asiatiques sont intolérants au lactose. Pour ça, je dis, il y a 65% de la population mondiale qui n'est pas capable de digérer le lactose, et c'est à cause que leurs ancêtres n'ont jamais domestiqué d'animaux laitiers. La plupart des Asiatiques, les Autochtones ici en Amérique, mais aussi les Aborigènes australiens, et puis certaines populations d'Afrique centrale ou du Moyen-Orient, une fois adultes, eh bien, ils ne peuvent pas boire de lait. Ils ne produisent plus l'enzyme. Leur organisme ne le digère pas. Puis ça les prive d'une source de nourriture. Et puis, il y a des peuples comme ça qui, justement, vu qui ne digèrent pas, le lait en particulier, manquent de calcium. Il faut qu'ils prennent des suppléments en calcium. Fait que pour avoir du calcium, vous pouvez aussi manger du brocoli, mais si on offre, du brocoli à un enfant versus un verre de lait, je pense qu'il va préférer le lait la plupart du temps. Ou on pourrait lui proposer une boisson de soya non sucrée, enrichie de calcium et de vitamine D. Guy Drouin connaît peu le soya, mais il me racontait qu'il en a bu une fois et qu'il s'est fait une opinion simple sur la question. J'ai déjà bu du lait de soja, puis je trouvais que ça goûtait le carton un peu. Là. C'était pas... Ça contient moins de calories, moins de sucre, ci de ça. Fait que ça a des bonnes propriétés, mais avec les céréales, ça va pas très bien, je trouve. Le goût, toujours le goût de la boisson de soya. En fait, on va découvrir que son goût a continué de jouer un grand rôle dans son histoire. Here are some most happy fellas, the four lads for Ford. Standing on the corner, watching all the Fords go. L'adventiste Harry W. Miller n'était pas le seul à défendre le soya. Il y avait aussi Henry Ford, l'industriel américain et constructeur automobile derrière la Ford Motor Company. C'est lui qui, en 1908, a fait connaître la chaîne de montage. Ford était emballé par l'idée d'efficacité technologique. Henry Ford était un des plus grands défenseurs du lait de soya. En 1920, il fulminait contre les vaches, qui étaient une des machines les moins performantes, selon lui. Il disait « Pourquoi on ne fabriquerait pas un lait avec les céréales que mange la vache? »
En beaucoup moins de temps, on pourrait avoir un lait supérieur et beaucoup plus propre que le lait de vache. Pas tout à fait végétarien, bien qu'il ait beaucoup flirté avec l'idée, Ford était en fait un excentrique alimentaire de premier plan. C'est que pour lui, pour Henry Ford, il considérait le corps humain comme un engin, qui a besoin seulement de petites réparations de temps en temps si on lui donne le bon carburant et si on lui donne le bon entretien. Dans les années 1930, Ford a engagé le docteur Edsel A. Hardiman pour piloter des tests sur l'aspect nutritif du soya sur des rats. Il a demandé au docteur Hardiman de développer un carnet de recettes à base de soya, mais aussi de créer l'aliment ultime. Un biscuit compact, fait de farine de soya, qui contiendrait tous les éléments nutritifs nécessaires à l'humain pour être en santé. Au moment de la dégustation, Ford aurait déclaré aimer le goût du biscuit, comme les rats du docteur Hardiman d'ailleurs. Mais une des secrétaires de Henry Ford, qui était là, s'est fait forcer à goûter à un des biscuits. Et elle a déclaré par la suite, et je cite, que c'était une des choses les plus vilaines jamais mises dans une bouche humaine. Elle n'avait jamais mangé quelque chose d'aussi dégueulasse. Le biscuit expérimental a ensuite été abandonné. En 1934, ils vont créer une boisson de soya à saveur de banane qui était très populaire chez leurs employés des Philippines, mais très peu appréciée des autres. Alors que la Deuxième Guerre mondiale s'apprêtait à commencer avec ses rationnements sur la viande et sur le lait, les gens se sont mis à parler des bienfaits des protéines de soya. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, la guerre et son rationnement, ça n'a pas catapulté le soya au rang de nourriture recherchée. Au contraire, la guerre et ses privations, ça a juste fait augmenter l'appétit des gens pour la viande et le lait, pour les roast beef, les steaks, les milkshakes. Pourquoi continuer à boire du lait de soya si on n'avait pas besoin de le faire? Dans les années 50, la boisson de soya est demeurée le breuvage des gens avec des besoins spéciaux. Les intolérants au lactose, les diabétiques, les adventistes et les gourous de la santé. Et puis ça s'est mis à décoller avec Vitasoy. C'est le produit d'un entrepreneur d'origine malaisienne, Kui Songlo, qui lui avait entendu parler de la boisson de soya pour la première fois dans une conférence sponsorisée à l'ambassade des États-Unis à Shanghai dans les années 1930. Ça, c'est une époque où les Américains faisaient la promotion du soya à l'étranger. Après un premier essai, il retente le coup une deuxième fois, une fois la Seconde Guerre terminée vers 1945, et c'est le succès en Asie du Sud-Est. Les bouteilles sont présentées comme des boissons gazeuses dans des bouteilles de verre attirantes avec des capsules de métal. Kui Songlo a aussi travaillé avec des ingénieurs pour les rendre non périssables et leur donner une longue vie sur les tablettes, là, comme les boissons gazeuses. Vitasoy était sucré, enrichi de vitamines avec des saveurs de chocolat et de malt, et le slogan suggérait que la boisson rendait beau, plus grand et plus fort. Et à partir de 1962, Vitasoy est devenue la boisson la plus vendue à Hong Kong, devant Coca-Cola et 7-Up. Et ça, ça a attiré l'attention d'organisations internationales comme UNICEF. Eux voyaient dans la boisson de soya une source savoureuse de protéines, mais aussi un outil contre la faim dans le monde. En 1969, Vitasoy et Monsanto vont créer ensemble Puma, une boisson jaune vif au goût de banane destinée à la Guyana. Peu de temps après ça, en 1978, Coca-Cola va créer Sachi, une poudre de boisson de soya pour le marché brésilien, qui était vendue en sac au gouvernement brésilien et distribuée ensuite dans les écoles. Aucune de ces compagnies-là a pensé créer une boisson de soya pour le marché nord-américain ou européen. Il faudra attendre les hippies pour que la boisson de soya se fasse un peu plus connaître. À partir de 1971,
Les résidents de The Farm vivaient sur leur ferme dans le Tennessee. Ils vivaient une expérimentation sociale dirigée par Stephen Gaskin, qui tirait ses origines du très célèbre Summer of Love de San Francisco en 1967. Quand la scène de San Francisco s'est durcie vers 1971, avec l'arrivée massive de gens de partout et des drogues plus dures, Stephen Gaskin a proposé à ses fidèles de le suivre et de quitter la ville, qui était selon lui l'endroit où on trouvait en concentré tous les problèmes de la société. La violence, la répression policière, la pauvreté, etc. 200 personnes l'auraient suivi dans des bus scolaires reconvertis. La ferme ne recommandait pas la contraception ni l'avortement d'ailleurs. Ce qui fait qu'éventuellement, les sages-femmes se sont retrouvées avec beaucoup d'enfants à nourrir et des grands champs de soya. Elles ont donc décidé de stériliser le lait de soya en le faisant bouillir 30 minutes de plus, et ça avait l'avantage de le rendre plus digeste et plus agréable au goût. Et sur la ferme, on utilisait le lait de soya dans une multitude de recettes. Eux avaient complètement rejeté les produits laitiers. Leur livre de recettes végétariennes, The Farm Vegetarian Cookbook, publié en 1975, est devenu un incontournable à l'époque pour les végétariens, mais aussi les fervents d'alimentation naturelle. Un autre livre incontournable à l'époque paraissait la même année, The Book of Tofu. Le livre de William Shirleft et Akiko Aoyagi, c'est considéré comme le livre qui a ouvert l'Occident au monde merveilleux du tofu. Mais aussi le livre qui a permis à de nombreux entrepreneurs de débuter des fabriques de tofu et de boissons de soya aux 4 coins du monde. Le discours des hippies autour du soya commençait à avoir de l'attraction. Vous pouvez obtenir 10 fois plus de protéines en cultivant le soya qu'en élevant des troupeaux de bœuf. Si tout le monde était végétarien, il y aurait de la nourriture pour tout le monde et personne n'aurait faim. Le soya, ça produit 376 kg de protéines par hectare. Et comme William Shirleft et Akiko Aoyagi ont écrit en 1975 dans leur livre du tofu, ça, c'est 20 fois plus de protéines utilisables que ce qui pourrait être tiré d'une ferme bovine. En plus de l'abondance d'huile qui peut être extraite de graines de soya, le soya contient 40% de son poids en protéines. C'était le début d'une contre-révolution alimentaire portée par plusieurs autres joueurs et dont on sent encore les effets aujourd'hui. Dans les années 1970, la qualité de la boisson de soya commercialisée s'est grandement améliorée. Les scientifiques ont établi un protocole qui permet de produire de la boisson de soya crémeuse au goût acceptable et qui ne cause pas de flatulence. Dans les années 1980, donc, des fabriques se sont mis à produire la boisson de soya telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais en Amérique du Nord, c'était encore alternatif, puis un peu hippie granola de boire du lait de soya, mais les choses s'apprêtaient à changer. En 1995, The New England Journal of Medicine a publié un article qui a fait buzzer la planète. Les protéines de soya auraient le potentiel de faire baisser le mauvais cholestérol et augmenteraient le bon cholestérol. Et puis ensuite, on s'est mis à découvrir d'autres vertus au soya. Ça réduit les risques de cancer du sein et de la prostate, ça protège les os contre l'ostéoporose, ça aide à réduire les symptômes de la ménopause et ça peut soutenir la perte de poids. Tout d'un coup, là, un peu partout, les gens se sont mis à essayer la boisson de soya. Sauf que s'en est suivi aussi une foule d'articles qui déduisaient des choses que les études, elles, ne déduisaient pas. Par exemple, que si le soya pouvait influencer les symptômes hormonaux de la femme en ménopause, eh bien, le soya pouvait avoir un effet sur les hormones, sur la testostérone des hommes qui pouvaient en consommer. Docteur en nutrition Isabelle Huot. Bien, étant donné qu'on parle de phytoestrogènes, mais là, les hommes se sont dit, bien là, je peux pas prendre ça, je vais avoir des seins, développement de glandes mammaires, chute de testostérone, ça va affecter ma libido. En fait, c'est pas le cas, là. Dans les études, dans les essais cliniques, on regarde qu'on consomme davantage de phytoestrogènes, on n'a pas de chute de testostérone, on n'a pas d'augmentation du risque de cancer de la prostate, on n'a pas de chute de libido. Donc, c'est vraiment des mauvaises croyances autour des hormones.
par rapport aux phytoestrogènes, il y a énormément de bienfaits aussi. Et par rapport aux protéines de soya en soi, Santé Canada permet une allégation à l'effet que 25 grammes de protéines de soya par jour peuvent aider à réduire le cholestérol LDL, le mauvais cholestérol, dans le cas d'une alimentation qui est faible en gras et qui est faible en gras saturé. Donc, on a tort de s'inquiéter de consommer du soya sous toutes ses formes. Ça veut dire que c'est possible de boire tout le carton de Natura au complet tout seul, tous les jours. Hello, hello. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour, comment allez-vous? J'ai pu discuter avec Ignace Daher, qui est responsable des ventes et du marketing chez Natura. Natura, c'est le plus grand producteur de boissons de soya au Canada. Ils ont leur fabrique et leur réseau de producteurs de fèves de soya biologique à Saint-Hyacinthe, en périphérie de Montréal. Donc, quand vous commencez avec un produit, une base qui est saine, sans OGM et tout, et vous expliquez que toutes ces affaires d'hormones peuvent potentiellement nuire aux humains, mais à condition de boire 40 litres par jour. Et donc, cette éducation est très, très, très importante quand il s'agit du soya. Puis ça va être la même chose plus tard pour le lait de riz, et la même chose pour le lait d'avoine, la même chose pour tout. En expliquant tout ça, les gens comprennent, les gens continuent à boire nos produits. Il reste toujours une grande ligne, une ligne qui demeure et qui perdure malgré toutes les modes des autres boissons. Ce qu'il nous dit, c'est que malgré la mode du lait d'avoine ou du lait d'amande, la boisson de soya perdure. En Chine, ça fait peut-être 6,5 siècles, environ 657 ans, que le premier usage du lait de soya, qui s'appelait Doufu Chiang, en Chine, il a été mentionné. Et le soya était tellement important, entre autres pour le lait de soya ou le tofu, et puis c'était considéré comme une des 5 grains sacrés avec le riz, le blé, l'orge et le millet. Mm-hmm. Donc c'est pas récent. Après avoir parlé avec Ignace Daher, je me suis mise à douter. À quel moment ce serait devenu répandu et populaire en Chine de boire le soya? Ignace Daher parle de la première mention de l'usage du liquide de soya en Chine au 14e siècle. Les Chinois en faisaient usage, mais est-ce qu'ils en buvaient déjà à cette époque-là? J'ai épluché méticuleusement les documents du Soy Info Center. Ça, c'est la plus grande source d'informations sur l'histoire du soya en ligne. Et j'ai trouvé. Dans le livre du Dr. H.T. Wang, ça c'est une référence sur le sujet, c'est un auteur de nombreux livres et de nombreuses recherches sur la science de l'alimentation chinoise. Alors, selon le Dr. Wang, avant 220 de notre ère en Chine, il affirme qu'on mangeait le soya sous forme de granules cuites. On mangeait le soya, on ne le buvait pas. Les Chinois auraient expérimenté avec la fermentation en créant des pâtes de soya, puis ensuite ils ont expérimenté avec la germination, ce qui aurait amené à la création du tofu vers l'an 900 ou 1000. Comme le précisait Ignace Daher de Natura, la première mention écrite du liquide de soya date effectivement de 1365, beaucoup plus tard. Et le terme dofujian, ça réfère au bouillon de la fève de soya pour la préparation du tofu. Ça, c'est le liquide qu'on va faire coaguler pour en faire des blocs de tofu. Selon le Dr. Wang, la boisson de soya est devenue populaire beaucoup après 1365, vers la fin de la dynastie Qing, une période qui s'étend du 17e au début du 20e siècle. Le Dr. Wang a quelques hypothèses pour expliquer que la boisson de soya n'était pas populaire avant le 17e siècle. Le liquide de soya aurait pu avoir un goût déplaisant et amer de légumineuse parce qu'il aurait été extrait à froid sans être cuit par la suite. Mais surtout, c'est la présence de sucre, de l'hypogénase, de l'oligosaccharides qui aurait rendu le liquide de soya très difficile à digérer. Il explique qu'un des grands avantages de fabriquer du tofu à partir du soya, c'est que la coagulation laisse derrière, dans le petit lait du tofu, ces sucres-là qui causent les flatulences. Et il explique que les adultes en Chine nourrissaient pas les enfants avec le liquide du soya
Probablement parce que pendant longtemps, les adultes eux-mêmes le digéraient très mal. Au 19e siècle environ, les Chinois auraient découvert des procédés qui rendent son liquide plus digeste pour l'humain. Il est écrit que cuire le soya plus longtemps permet de désactiver en quelque sorte la lipogénase. Ça, c'est le sucre qui cause les flatulences. C'est ce que Harry Miller a fait à Shanghai dans les années 1930 et c'est ce que les hippies américains de la ferme au Tennessee ont fait dans les années 70 et c'est ce qu'on fait encore maintenant dans les fabriques contemporaines. Le liquide épais produit à partir de la fève de soya trempée pendant la nuit, puis broyée, puis filtrée, puis cuite, ça, c'était souvent servi chaud pour le petit déjeuner en Chine ou ça servait de base pour les soupes. La première mention écrite de la consommation de lait de soya ou de la boisson de soya en Chine, ça vient de la main de Paul Champion. Lui, c'était un Français qui voyageait en Chine et qui décrit que les Chinois allaient dans les étals de tofu le matin et qu'ils buvaient de la boisson de soya pour le petit déjeuner. Le récit de voyage de Paul Champion a été écrit en 1866, au 19e siècle. Boire du lait de soya pour le petit déjeuner comme en Chine au 19e siècle, c'est peut-être ce que vous aurez envie de faire un matin cette semaine. Ou bien peut-être qu'à votre prochaine visite à l'épicerie, vous observerez avec fascination la multitude des paquets de boissons de soya en pensant à tout le chemin parcouru. Et qui sait, peut-être que vous en prendrez un paquet dans vos mains pour lire le tableau des valeurs nutritives. On a voulu sauver le monde de la malnutrition avec la boisson de soya. On a réussi à produire un aliment végétal aussi nutritif, sinon plus que le lait de vache, et avec moins d'énergie. Et maintenant, alors qu'on vit le boom des boissons végétales, à quand l'âge d'or de la boisson de soya? La recherche, le montage et la réalisation de cet épisode de Garde-manger a été faite par moi, Anne-Sophie Carpentier. Un grand merci à mon équipe pour leur soutien, Étienne Roy, Bastien Gagnon La France et Philippe Séguin. Une production Cube Radio.